Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes très nombreux. Les panafricanistes, les Congolais, vous nous suivez depuis la diaspora, États-Unis, Cameroun, Canada, Éthiopie, Ouganda, Bujumbura, et aussi dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci. Vous avez suivi M. Fumutoto, vous avez suivi le professeur Taylor Lubanga. Hier, c'était Joël Kitenge, autant d'autres. Aujourd'hui, on avait annoncé un autre plateau, mais nous allons faire ce plateau. Il y a eu un problème de dernière minute, mais cela ne nous empêche pas que nous puissions parler avec un grand esprit qui est déjà ici avec nous, Monsieur Norbert Yamba, les panafricanistes, l'âme qui a écrit autant de livres. Aujourd'hui, vous avez combien de publications? Bonjour d'abord, Monsieur Yamba. Bonjour. Vous avez déjà combien de publications? Parce que ces derniers temps, les gens m'ont dit Yamba fait qu'écrire. J'ai 12 livres, plus 33 articles scientifiques. 12 livres? Oui, plus 33 articles scientifiques. Les titres, s'il vous plaît, de ces livres-là, parce que les gens peuvent aller consulter, voir quand Yamba écrit, quand même. Non, dernièrement, j'ai publié 2 qui portent sur le système éducatif, une usine de fabrication de chômeurs de luxe, des cerveaux inutiles, quoi. Et deuxièmement, j'ai écrit un livre qui a porté sur mon parcours afrocentriste, tous les sens de mon combat depuis le jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Ces des livres se trouvent dans des bibliothèques diverses, même à CEPAS. On peut facilement les trouver. On va encore publier, multiplier les exemplaires. J'ai écrit sur l'état de lieu de la société civile du Congo et les perspectives d'avenir pour une gouvernance rentable. J'ai également écrit sur les ONG, les partenariats ONG et pouvoir public. Une confrontation, une rivalité qui n'arrête jamais. J'ai écrit également sur le régime juridique des ONG en République démocratique du Congo. Je suis pas juriste, mais j'ai glissé vers les droits, parce que je suis afrocentriste. J'aimerais qu'on puisse avoir notre propre droit, au lieu de copier les droits gréco-romains. J'ai écrit également sur la banque de crédit agricole, mythe ou réalité. Et nous avions une banque ici qui aurait pu aider les paysans et qui aurait pu démocratiser le développement national. Mais cette banque est tombée entre les mains de la classe politique qui l'a infantilisée jusqu'à la faire tomber. Aujourd'hui, on n'en parle même pas, c'est remplacé par le service de cadastre aujourd'hui. J'ai écrit également sur la planification, les procédures de planification pour une gouvernance provinciale. J'ai écrit également sur les méthodes innovantes de lutte contre la corruption. J'ai écrit un livre qui fait fureur à travers le monde aujourd'hui, c'est La puissance de l'impuissance restaurée, l'Afrique en marche. Ça, c'est dans le cadre de mes études cabitologiques, c'est-à-dire africologiques. La puissance de l'impuissance restaurée. L'Afrique en marche. Donc, je voulais montrer qu'aujourd'hui, l'Afrique est en marche. Elle ne va plus reculer, malgré le système qui a été mis en place et qui, visiblement, continue à infantiliser, à clochardiser l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est cette puissance, hier, qui est devenue impuissante aujourd'hui, est en train d'être restaurée pour l'intérêt de l'Afrique. J'ai également écrit sur les instruments de pénétration de puissance d'argent dans le pays africain. C'est là que j'ai cité la religion, c'est là que j'ai cité l'éducation, les systèmes politiques, les institutions de Bretton Woods, les banques régionales, les systèmes de mutualisation de la coopération décentralisée, etc. J'écris donc il y a pas mal de publications. Monsieur Mbamba, je vous ai laissé suffisamment le temps pour que les gens comprennent et notent que la personne qui est ici avec nous, c'est un grand esprit
C'est un savant congolais. Quand j'ai annoncé que je vous reçois, quelqu'un m'a dit, Yamba Yamba, c'est une bibliothèque. C'est une tête bien faite. Et j'ai salué l'honorable ami Simakutano qui m'a dit, les vieux là, nous devons l'honorer quand il est encore vivant. Parce qu'il a tout donné, il a donné beaucoup à l'UDPS et il continue à donner beaucoup à l'Afrique. Alors, M. Norbert Yamba Yamba, si le public vous a convoqué sur ces plateaux, c'est parce que il y a quelques sujets qui dérangent. Avec vous, on va prendre des sujets importants. Face à l'hypocrisie de la France, la RDC doit-elle quitter l'OIF? Ça, c'est la première question, la première thématique. La deuxième thématique, l'économie du Congo est-elle dirigée par la main étrangère? On va en parler. Comment faire pour récupérer notre souveraineté économique? Comment faire sur le plan diplomatique que la RDC puisse s'assumer? La première question, M. Norbert Mbamba, qu'est-ce que la France représente pour nous, la République démocratique du Congo? Merci. Merci encore une fois, Delphin Kassongo. Quand je vous ai connu, vous étiez tout jeune, vous discutiez avec nous des questions d'actualité, mais vous n'avez pas encore conscience que vous avez un devoir de redevabilité vis-à-vis de la gouvernance et de la performance de notre société. Depuis un certain temps, peut-être ça vient d'arriver, le fait que tu es déjà marié, et je ressens une évolution positive dans la manière de réfléchir, dans la manière de déterminer les thématiques et dans la manière de conduire les débats. La question du développement de notre société, c'est une question qui appelle plusieurs autres questions. Quelles sont les contraintes? Quels sont les freins, les problèmes qui nous infantilisent, qui ne nous permettent pas d'affirmer véritablement notre leadership vers le développement? Encore le développement entre guillemets. Et je venais de vous dire qu'un document que je venais d'écrire porte sur les instruments de pénétration et de domination de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique. Parmi ces instruments, je vous ai cité la religion, je vous ai cité le système politique, je vous ai cité le système éducatif, le système économique, le système sanitaire. Mais en dehors de ça, vous avez les ONG, vous avez les médias, vous avez les institutions, les organisations financières internationales, vous avez les chancelleries occidentales prises individuellement. Ce qu'on appelle la coopération structurelle, la coopération bilatérale. Cette coopération atypique où toute l'Afrique se retrouve en face d'un seul pays, soi-disant développé. Et c'est comme ça que vous trouvez actuellement Delphin rencontre Turco-Afrique, Afrique-France, Afrique-Allemagne, Afrique. Donc chaque pays, soi-disant développé, est en face d'Afrique. Mais au-delà de ces coopérations atypiques pour un continent de 54 États avec un seul pays, certainement que ça se comprend, parce que la France a 3 000 milliards de dollars du produit intérieur brut, l'Afrique va dans cette proportion. 3 000 dollars, 3 000 milliards de dollars de produit intérieur brut. De la même manière que la France. Est-ce que le Congo tire quelque chose de Kinshasa, de la France? Croyez-moi, aucune relation. Aucune relation. Et soyez-en, et je le dis pour les générations futures, aucune relation avec les puissances d'argent n'est à notre faveur. Aucune. Quel que soit le pays. Tous ces pays se sont organisés dans une sorte de diplomatie de vocabulaire pour nous dominer. En commençant déjà par la traite négrière,
La colonisation qui est issue de l'industrialisation, la meilleure colonisation qu'on appelait la décolonisation inachevée. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Chaque pays fait tout pour qu'il puisse avoir sa boutique où il régente tout, où il prend tout sans qu'on lui pose la question. Vous avez suivi une fois quand Bokassa révélait la vérité sur les relations France-Centrafrique, tous les diamants, les gisements diamantaires qu'on a trouvés à Centrafrique étaient exploités par la France. On ne disait même pas combien, on a trouvé combien, même pas payé rien du tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors la France, il a ligoté, il a ligaturé 14 à 15 États dans le CFA, franc CFA. Où tous ces pays ont leurs trésors basés en France. Et que ce pays-là n'a aucune marge de manœuvre. Les pays membres de CEDEAO, non seulement de la CEDEAO, les pays qui ont été des anciennes colonies de la France. Certainement que le Congo, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, Algérie, Mali, Burkina Faso, Niger, Maroc aussi. Donc, ils dépendent. Ils ont les francs CFA, mais ils payent le Brazzaville aussi. Le franc Congo, avec le franc gabonais, on ne paie pas. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand vous quittez Congo-Brazzaville, vous arrivez au Gabon, il faut échanger. C'est comme s'il y a un dollar qui s'échange avec une autre franc. Et pourtant, ils sont dans les CFA. On a appelé autrefois franc de la colonie française. Et donc, on continue. Et d'ailleurs, d'après certaines préconisations, un vice-président italien pris dans une situation d'émotion, compagnie, et il a dénoncé que si jamais la France, on coupait le cordon ombilical entre la France et l'Afrique, l'Afrique serait la 15e puissance mondiale au lieu d'être la 5e aujourd'hui que le représente. Elle était même 5e. Donc la France vit au manuel de l'Afrique. Et quelqu'un disait, un de nos savants disait que tous les pays occidentaux sont décolonisés, sauf la France. Okay. Il dit que le seul pays qui n'est pas décolonisé, c'est la France. Parce qu'en réalité, si ce n'était les Africains, la France n'existerait pas. Et donc, grâce aux pays africains, francophones, etc., la France est en train de vivre. Donc, il faut décoloniser la France, il faut couper le cordon ombilical pour que la France, véritablement, se retrouve. Alors, comment couper cette relation avantageuse que la France tire aux pays africains? Récemment, vous avez suivi, monsieur Robert Bourgi, qui a fait des révélations inquiétantes que le président africain, c'est eux-mêmes qui contribuaient même pour l'élection de président français. Est-ce c'est une naïveté de notre part? Non, mais le maréchal Mobutu, il était... Marshal Mobutu, lui aussi. Sassou, Bongo et les autres. Tout ça. Oui, mais je vous dis, et toutes ces choses-là doivent être enseignées depuis l'école maternelle, primaire, secondaire, jusqu'à l'université, toute option confondue. Parce que, croyez-moi, parce qu'il y en a ceux qui pensent que, bon, aujourd'hui, peut-être que si nous sommes ce que nous sommes, c'est peut-être que bon, ceux qui dirigent sont en train de prendre tout et nous laissent, nous, attention, nous risquons d'accuser aussi nos chefs pour rien. Il existe un système international. J'allais dire, Samir Abil, qui est notre savant égyptien, disait la relation du centre et de la périphérie, où le centre est en train de piétiner la périphérie, est en train de désintégrer, de désarticuler la périphérie que nous représentons pour prendre des richesses
Qui est le seul pays africain aujourd'hui qui peut s'autosuffire? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas l'industrie. Tous les produits ou toutes les ressources que nous avons sont à l'état brut. Ce ne sont pas des richesses possibles, ce sont des potentialités. Parce qu'il y a une nuance entre les possibilités et les potentialités. Et donc, il s'est créé une sorte de relation entre les centres et la périphérie. Les centres sont les plus centres d'argent des pays occidentaux, etc. Les orientaux entrent dans la danse, c'est évident. Ils ont la science, ils ont des industries, ils ont des technologies. Mais la périphérie que nous représentons, nous avons des potentiels, des ressources naturelles. Croyez-moi, le cobalt, qui aujourd'hui est un minerai stratégique, annulé, j'allais dire empivoisé par le monde entier, mais c'est produit en proportion de 65% au Congo, loin là-bas et le Haut-Katanga. Mais qu'est-ce que nous avons en retour? Presque zéro. Tout simplement parce que nous n'avons pas des industries pour transformer le cobalt ici, de manière à fabriquer de batteries électriques, etc. Le coltan, nous avons 80% des réserves mondiales, vous imaginez. Si nous avions des industries qui transformeraient le coltan, etc., ben écoute, on serait déjà avancé. Aujourd'hui, nous avons le lithium. Aujourd'hui, nous avons le rhodium. Qui localise la guerre à Rutshuru, parce que cette guerre de l'Est, c'est une guerre militaro-affairiste. Militaro-affairiste. Okay. Mais nous avons des produits, des ressources naturelles stratégiques voulues de prédilection pour le monde entier avec cette transition énergétique. Mais nous n'avons pas d'industrie. Notre système éducatif, et je termine par là, c'est un système de fabrication non seulement des chômeurs de luxe, mais des perroquins. Des hommes qui répètent, des hommes qui récitent, mais des hommes qui ne se questionnent pas, qui ne transforment pas. Les répétiteurs scientifiques. Des répétiteurs, non, ils ne sont même pas scientifiques. Oui, on peut bien considérer comme des commentateurs scientifiques. Donc, on est dans cette situation. Alors maintenant, le combat est très systémique. Et personne ne peut dire, mais aujourd'hui, je vais trouver une solution dans tous les problèmes. Ah non. Nous avons le combat orienté vers la religion, parce que partout on trouve des églises, chaque avenue c'est 6 à 7, etc. Et pourtant, autant de pasteurs, autant de diacres, il n'y a pas de résultat. Ils sont plus que les journalistes que vous êtes, ils sont plus que les ingénieurs, les pharmaciens, les médecins, compagnie, etc. Nous avons un combat orienté vers le système éducatif, pour que nous puissions avoir une éducation qui nous permette d'avoir des technologies, et ces technologies doivent correspondre aux potentialités qui sont les nôtres, nous aider aussi à découvrir ce qu'on n'a pas encore découvert. Alors, monsieur, le combat aussi doit être orienté vers le système politique, où nous avons une démocratie qui génère la guerre, qui génère la haine, la jalousie, des conflits récurrents. Et donc, il faut se débarrasser de tout cela. Et démocratie importer, avoir notre propre génie. Et ce génie-là doit être inspiré de la spiritualité authentique. Et cette spiritualité doit nous aider à nous révéler les héritages traditionnels pour que maintenant, plus que jamais, nos chercheurs deviennent des trouveurs. On nous trouve un système politique, on nous trouve un système spirituel ou religieux, on nous trouve un système économique, on nous trouve un système éducatif. Si on n'arrive pas à le faire, si on peut toujours auréoler d'être d'un prestige, j'entendais un professeur qui disait, bon, j'enseigne à tel endroit, j'enseigne. Il enseigne quoi, Seigneur? Nous sommes dans un pays qui a des difficultés. Et alors, si ce que vous enseignez est visiblement utile, mais pourquoi ça ne peut pas se faire ici? Pourquoi vous ne sortez pas une formule qui nous permette véritablement d'avoir une tâche qui éclaire l'avenir? Ça, on en a besoin. Mais alors maintenant, on est dans la répétition, dans un prestige inavoué qui n'apporte aucunement les évolutions positives pour notre société. Nos chercheurs doivent devenir des trouveurs. Des trouveurs. Des trouveurs. Merci, monsieur Norbert Yamba. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur notre chaîne au Centre TV d'Elcast Télévision. Et surtout, quand un savant, un sage, un homme intelligent est en train de parler, vous pouvez prendre part au débat. Écrivez, il y a des messages là-bas. Encouragez, posez des questions.
où vous pouvez les contredire. Nous sommes dans un pays où règne la démocratie. Lui-même m'a toujours dit, il faut accepter l'esthétique démocratique. L'esthétique et l'ambiance démocratique. C'est ça la vitalité, comme disait le chef de l'État. Merci. Alors, monsieur Norbert Mbemba, avant de passer à notre sujet, mais c'est quand même important, nous voulons quitter l'OIF. Un grand nombre de Congolais pensent qu'il faut quitter là-bas parce que le président Macron continue toujours à jouer le double jeu. C'est un imposteur. On appelle ça la politique de double standard. Ok. Est-ce si nous quittons l'OIF aujourd'hui, parce que nous sommes le deuxième pays francophone au monde, tout à fait. Est-ce que ça ne serait pas à notre désavantage? Pourquoi? Vous avez déjà vu une université de la francophonie ici? Vous avez déjà vu un hôpital construit par la francophonie? Quelles sont les règles d'hygiène de la francophonie? Donner à un pays anglophone le secrétaire général, c'est ça le double standard. Okay. Un pays francophone, le plus grand d'Afrique, s'il vous plaît. Et alors, il n'a aucune considération. Et au lieu d'être sincère, encore qu'il n'y a pas sincérité, il n'y aura jamais sincérité. Tant que nous n'aurons pas affirmé notre leadership, et notre leadership suppose avoir des universités qui nous produisent des technologies, avoir des universités qui sont sur le terrain, des professeurs, pas des charlatans, et qui nous créent, pas des nouvelles alternatives innovantes pour nous permettre de prendre des décisions publiques et aussi ces décisions publiques travaillent comme des actions sur le terrain. Ça, on en a besoin. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, la francophonie, certes, n'est pas la France-Afrique. Mais la francophonie, c'est aussi une forme de domination. Parce que, effectivement, ce sont des pays satellitaires qui sont autour de la France, non? C'est un espace mais c'est qui nous met en relation avec notre pays. Bien entendu. Est-ce que ces relations ne sont pas avantageuses pour nous? Chaque chose qui a un avantage a des désavantages. C'est à nous maintenant de jouer. Parce qu'à l'intérieur de la francophonie, il y a aussi d'autres pays francophones qui sont de puissants. Le Canada, par exemple. Il y a d'autres pays à travers le monde, etc. Même d'autres pays africains. On peut construire une synergie gagnante. Ça, c'est évident. Mais nous devons être amusés de comprendre quelles sont les motivations de la France. Mais si les pays satellitaires qui sont autour de la France n'arrivent pas à créer des synergies gagnantes entre eux pour comprendre les motivations de la France, encore que ça ne demande pas d'aller à l'université pour comprendre cela. C'est très clair, la France veut véritablement asseoir l'ancrage de son histoire, l'ancrage de sa langue, l'ancrage de son prestige international. C'est grâce aux Africains que la France veut prétendre avoir fait auréolé d'un prestige aux Nations Unies, compagnie, etc. Et donc, c'est de tout ça qu'il faut comprendre. Alors maintenant, il faut bien jouer le jeu. Il faut bien jouer le jeu pour comprendre ces appétits gloutons et pour comprendre qu'est-ce que nous pouvons tirer. Qu'est-ce que nous pouvons tirer? Mais là, il faut un discours innovateur. Il faut un nouveau comportement. Vous savez, lorsqu'on veut monter sur une échelle, lorsqu'on n'y arrive pas, il faut changer d'échelle. J'ai beaucoup aimé, c'est pas la réaction du président de la République. En commençant d'abord par les journalistes qu'il a interrogés sur un certain nombre de questions, etc. Où il disait qu'il faut changer de paradigme. Il faut changer la considération. Et nous ne pouvons plus accepter, nous, ces traitements de double standard. Tantôt on dit ceci, et pourtant on est en train de soutenir ceci. Ça, nous sommes conscients. Mais nous disons que nous ne pouvons pas non plus sauter l'histoire. Nous avons été colonisés. Nous avons été neutralisés. Nous avons été neutralisés. Nous avons été désarticulés, désintégrés. Nous avons consommé tout ce qui vient de l'extérieur, considéré comme idéal civilisationnel. Et c'est maintenant ou jamais que des gens qu'on pose le premier pas. Et le premier pas doit être posé à la fois par les intellectuels, à différents niveaux d'atterrissage. Ça s'attend à l'avenir. Il faut que le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de la Culture, le ministère de l'enseignement primaire, de formation professionnelle, etc., tous ces ministères-là doivent être debout. Pas pour crier, chanter, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est de réfléchir. Créer des groupes de réflexion
comme pour dire, nous faisons quoi dans le domaine de la recherche? Quelles sont les priorités? Comment nous pouvons avoir l'argent, etc. Quels sont les pays potentiels à travers le monde qui peuvent nous aider, naturellement, à pouvoir nous en sortir? Nous, qui sommes dans le domaine de l'enseignement, nous faisons quoi? Très concrètement, pas camper les états généraux, parce que c'est facile de dire états généraux et puis finalement, on n'apporte rien en termes, c'est pas d'avancée. Et donc, c'est tout ça. Vous, les journalistes, vous devez avoir un nouveau narratif où vous pouvez auréoler, n'est-ce pas, le prestige de nos dirigeants. Il faut pas toujours continuer à vulnérabiliser, j'allais dire, à fragiliser nos dirigeants, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une marge de manœuvre. On les a ligotés. Et les quelques qui osent véritablement de sortir de cet engrenage sont pourchassés. Et nous devons saluer le comportement du président de la République en laissant la dernière étape, n'est-ce pas, de la francophonie pour contester ou dénoncer le comportement de double langage, n'est-ce pas, de la France. Est-ce que ça, ce n'est pas manque d'élégance institutionnelle quand les chefs acceptent de quitter? Aucun pays au monde aujourd'hui qui pratique la politique politiquement correcte ne peut s'en sortir. La Chine a pris sa vengeance pas sur le politiquement correct. L'Inde, la même chose. La Russie, vous êtes en train de voir. La Corée même du Nord, certainement que l'entre pratiquement le Japon. Il faut que nous ayons notre leadership. Et notre leadership suppose que nous devons faire des choses d'après nos réflexions, d'après nos alternatives. Et c'est au vu de ce que nous aurons comme alternative que nous allons aller vers l'international pour redéfinir le nouvel ordre international. Si nous n'avons pas quelque chose à proposer au monde, à ce moment-là, nous allons toujours essayer de... Voilà. Vous avez suivi, je termine, le général à la retraite de la France a dit si les choses continuent comme ça, ils vont encore venir nous coloniser. Voilà. Alors, parce que les internautes sont en train de nous suivre en direct, et les gens sont en train d'envoyer le message. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV, Delcas Télévision. Abonnez-vous sur notre chaîne et surtout laissez vos commentaires, posez des questions sur les liens YouTube qui est là, ou soit sur les numéros là, sur WhatsApp. Une question. Monsieur Norbert Yamba, vous parlez bien, je vous connais, vous êtes intelligent, mais vous avez du mal à réfléchir mieux en lingala qu'en français. Vous-même, vous devez commencer à vous décoloniser. Tout à fait, il a raison. Parce que la langue, c'est la transmission de l'identité. C'est la transmission de la culture d'un peuple. Nous parlons en français. Certainement, effectivement, la seule langue où nous pouvons nous entendre tous. Vous voyez, il y a des endroits où vous parlez le lingala, mais ils sont difficiles à maîtriser le lingala, ils parlent le chiluba, etc. Aujourd'hui, il faut que tout ait une politique au niveau national, parce que j'ai été formé dans l'école occidentale, qui a voulu nous convertir les esprits, en commençant par la langue, pour que nous puissions oublier nos potentialités culturelles traditionnelles qui nous permettent de déterminer notre flambeau pour avancer. Et donc, certainement que c'est une émission en français, j'en parle, mais il y a beaucoup d'autres émissions que je parle à lingala, et je crois que c'est un défi pour nous tous. Il faut que ça commence, seulement par une décision publique, où le gouvernement de la République prend solennellement la décision, n'est-ce pas, d'avoir les langues nationales, nos langues officielles. On ne peut pas avoir le français comme langue officielle. Mais nous en avons 4, mais apparemment, ces 4 langues de non, ce sont des langues nationales, mais c'est pas officiel. Le français, Kikongo et lingala, mais la Chine, ils ont leur propre langue. Bien entendu. Mais pourquoi pas nous? Mais non, mais c'est justement cette décolonisation, il faut montrer. Vous savez, une fois, le président Mandela disait, quand on lui disait, mais comment toi tu acceptes les Sud-Africains blancs qui nous ont fait souffrir, etc. Et Mandela leur dira, hier nous étions des personnes inutiles devant eux, aujourd'hui c'est nous qui dirigeons. Au lieu de prendre la chicotte pour les agresser, il faut leur laisser chaque fois, chaque matin ou chaque 5 heures lorsqu'ils se réveillent, et ils disent, mais c'est ça, ces noirs là qui sont au-dessus de nous. Ils
ils sont pas contents, et ils sont mal à l'aise. Et c'est un peu ce que le président a fait, où il dit, je pars. Il n'a jamais été question. Faut pas prendre ces risques. Le président burkinabé, Ibrahim Traoré, il n'est même pas parti. Il s'est fait représenter. Et moi, je pense que pour des rencontres comme ça, comme parce que nous avons un problème sérieux de l'insécurité dans l'est de notre pays, c'est comme ça le président s'est rendu. Mais dans les jours à venir, on laissera les diplomates y aller, hein, parce que ça nous apporte quoi? Est-ce que vous avez vu une route macadamisée ici, réparée ou construite par la francophonie? Rien du tout. Autant de questions. Envoyez vos questions sur le numéro qui est là ou laissez vos commentaires sur notre lien YouTube. Une deuxième question. Est-ce M. Norbert Yamba, comme panafricaniste, croit à la sincérité du président français qui s'est rattrapé au deuxième jour en répondant à la question du journaliste de Jeune Afrique? Dis, mais écoute, il faut arrêter ça. C'est ça l'enseignement des répétitions. Nous voulons un enseignement de questionnement. Il y a toute une technologie par rapport à cet enseignement, s'il vous plaît. Il y a une technologie par rapport à ça. Et il a répondu, il a dit quoi? Bon, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on croit à sa sincérité quand même? Ouais, ben écoute, arrêtez de conneries. Le président Kagame, également j'ai parlé il y a du temps avec le président Tshisekedi. Vous savez, lorsqu'on est dans une politique double standard, on utilise la diplomatie de vocabulaire. Ok. Et il a utilisé une diplomatie, soit disant que nous sommes résignés, nous sommes des naïfs, nous allons comprendre, les Africains vont comprendre, et que bon, là, j'ai discuté avec, mais il a dit quoi? Quelles ont été les résolutions? Parce qu'il a bien parlé de l'Ukraine, non? Et il a pris position par rapport à la situation ukrainienne. Il a pris position par rapport à la situation de Gaza, etc. Et pourquoi la situation de l'Est? Il nous a demandé de négocier, dialoguer. Mélenchon a aussi dit ça. Comment le président français, il demande à l'Ukraine de se défendre, il demande à la RDC d'aller négocier avec un président entre guillemets démocratique. Il y a eu 98% aux élections. Mélenchon s'est moqué du président Macron. Non, mais c'est vraiment dommage, hein. Tant qu'on n'aura pas compris ça, si vous n'arrivez pas à avoir des émissions, même en Lingala, et non, le téléspectateur a raison pour qu'on puisse faire comprendre ces choses, c'est vraiment difficile. Delphine Nazaï-Bissau, c'est vraiment difficile. Il dit, j'ai discuté avec Kagame. Il a discuté avec le président Tshisekedi, etc. pendant 1h40. Il ne veut pas prendre de position, il veut tout simplement être au milieu. Mais alors, Kagame, vous savez combien il tire? 60% de son budget national tiré à partir du Congo. Et Kagame, il a dit, si bien dit un jour, qu'il n'est qu'un site de transit. Okay. C'est qu'ils prennent, n'est-ce pas, les ressources du Congo, transitent par le Rwanda et lui bénéficie au moins $1 milliard. Donc c'est un commissionnaire. C'est un commissionnaire, c'est un sous-traitant. Okay. Et vous savez qu'actuellement, Delphine, la guerre est devenue plus rentable. Parce que parmi les sources de richesse, il y a 3 sources de richesse. Okay. Il y a le savoir, le travail et la violence. La violence, c'est la guerre. Et la guerre est plus rentable. Lorsqu'on la violence aujourd'hui dans le monde, c'est une source de richesse. C'est une source de richesse. Mais les États-Unis, c'est 244 ans d'indépendance, 241 ans. C'est pas de guerre permanente, récurrente. Okay. Et mais quand on va dans un espace, etc., c'est pour piller, prendre des richesses. Oui, vous croyez pourquoi la guerre persiste à Rutshuru? Mais il y a du nobium. Le nobium, c'est un élément qui entre dans la stabilisation des fusées. Si vous n'avez pas de nobium, vous ne pouvez pas avoir un fusée. Et donc, il faut tirer au maximum. Lorsqu'on parle de coltan, Colombo Totalite, écoutez, mais c'est en Massissi, c'est en Walikali, etc. Pourquoi Massissi est occupé? C'est de tout ça. Ituri, l'or. Non, mon cher ami. Donc, on connaît. Alors maintenant, le Rwanda sait qu'il a des soutiens. Il fait office de commissionnaire, de sous-traitants, etc. Et puis bon, voilà. Donc, et on va nous bercer, nous, là, avec un discours de résignation, de solidarité. C'est comme si nous avions un problème avec le Rwanda
Et comme notre peuple et l'élite politique dans son ensemble, toutes tendances confondues, nous n'arrivons pas à définir quelles sont les priorités pour construire un pacte républicain de manière que nous puissions orienter, n'est-ce pas, nos discours vers les différents compartiments. Et bien voilà, donc on va continuer à s'amuser avec nous. Merci, monsieur Norbert Mbemba. Une autre question. Delphin, ton invité est extrêmement intelligent. C'est un vrai génie. Déjà au début, il m'a séduit quand il était en train de citer les 12 titres de ses livres. Pourquoi ne pas nommer un tel monsieur Premier ministre qui va prendre les déçus sur tous les ministres stagiaires qui seront au gouvernement pour leur donner l'orientation comme un panafricaniste? Non, mais il n'y a pas que moi, il y a plusieurs personnes, etc. C'est vrai que la responsabilité relève, c'est pas du président de la République qui est responsable dans un processus et qui sait quel joueur entraîner, bien entendu, quel joueur placer dans telle ou telle place, etc. Mais je pense qu'avec les différents problèmes de la République, il faut avoir des spécialistes de la non-spécialisation. On ne va pas aller dans un secteur. Les sectaristes auront les responsabilités, mais des spécialistes de non-spécialisation, c'est qui ont une vision claire, comme lui-même, le chef, il est en train de voir avec plusieurs yeux, plusieurs lunettes, pour proposer un certain nombre de choses pour notre pays. Alors qu'il faut qu'il soit entouré avec la plupart des hommes et des femmes qui voient comme lui, mais qui ont le même niveau d'engagement. Parce qu'en réalité, on peut être intelligent, on peut être diplômé, mais on a besoin d'un homme engagé, qui a un contrat avec les tribunaux de sa conscience. Et avec les tribunaux de sa conscience. Et qui est déterminé véritablement à relever le défi, parce qu'il a juste un devoir de réalité vis-à-vis de sa conscience et de son peuple. Monsieur Mbemba, je sais que vous êtes un homme de valeur, mais face aux difficultés que nous avons, si le chef vous tend la main, je pense que vous pouvez aider la nation. Moi, je suis resté pendant autant d'années à l'opposition. J'ai sacrifié toute ma jeunesse depuis les années 80 pour être à l'UDPS. On n'a pas eu le pouvoir. Je me suis formé à travers le monde. J'ai circulé dans plusieurs pays pour apprendre. Aujourd'hui que nous avons le pouvoir, je ne peux pas s'arrêter de refuser ce que peut me proposer mon chef à n'importe quelle place, mais qu'on me donne la marge de manœuvre pour générer ces idées-là et que ça soit profitable, n'est-ce pas, à la République. Merci, monsieur Norbert Mbemba. Pour ceux qui pensent qu'au sein de l'UDPS, il n'y a pas de tête bien faite, l'exemple est là. Monsieur Norbert Mbemba, il est prénable pour aider, pour que les choses s'améliorent. Il ne faut pas attendre que les gens décèdent pour que vous puissiez dire il était important pour nous. La deuxième thématique, l'économie du Congo est-elle dirigée par la main étrangère? Monsieur Norbert Mbemba, j'ai l'impression que nous avons des dirigeants inconscients, des dirigeants sorciers. Pourquoi? Comment expliquer un grand pays, Congo, avec une richesse de la démographie, même les gens, le nombre de gens, c'est aussi une richesse, entre guillemets. Comment nous pouvons laisser notre économie entre les mains des étrangers, les Occidentaux, les Indiens, ainsi de suite, du moment que nous avons des Congolais pauvres? Oui, mais c'est le système. Le système est hérocentrique. Le système est hérocentrique, ça veut dire centré sur l'Europe. C'est ce système qui a été mis en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un système d'exploitation des ressources naturelles de nos pays, dans le cadre de la relation centre-périphérie. Et il faut exploiter les ressources, et ces ressources sont amenées dans ce pays-là à l'état brut, c'est-à-dire sans transformation. Et arriver là-bas parce qu'il y a des industries, il y a des technologies, et c'est à ce niveau-là qu'on puisse donner la valeur, n'est-ce pas, à la matière qui a été exploitée ici. Et donc, on transforme, et de la transformation, et on commercialise. Et nous sommes disposés comme des acheteurs de matières premières finies, de matières manufacturées. C'est ça. Donc, ce système a été conçu comme tel pour nous assujettir, nous ligaturer, nous emprisonner. Et c'est comme ça que, lorsqu'ils étaient ici, ils avaient la responsabilité de construire des routes,
de construire des bâtiments, etc. Ils sont partis, mais ils ont recruté des hommes et des femmes pour les remplacer. On les appelle des héritiers de la colonisation. Leurs commissionnaires qui devraient faire leur travail pour leur donner les or, les blocs de diamants, les blocs de pétrole, le cobalt, et compagnie, etc. La GECAMIN, c'était pas une société congolaise, vous vous rappelez. Et donc, on a fonctionné de cette manière-là. Aujourd'hui, il s'ajoute les Orientaux, il y a la Chine qui vient avec une très forte capacité d'exploitation. Il y a l'Inde, les matières, les technologies que nous avons utilisées, Delphin, sont des technologies de la GECAMIN dans les années 60. Pour savoir la texture du sol, c'est-à-dire quelles sont les matières qui sont dans les sols. Ça, ce sont des technologies d'il y a longtemps, des années 50, des années 40. Aujourd'hui, les Chinois, ils sont capables de voir même à 100 km en dessous du sol. Quand ils exploitent, ils sont capables d'avoir d'autres matières. Je me rappelle bien à Lubumbashi, il y a des montagnes et des montagnes de déchets de la GECAMIN. Mais il y a eu des matières à l'intérieur de ces déchets qui ont été découvertes. Il y en a même ceux qui ont exploité, mais le Congo ne savait pas que les choses étaient faites de cette manière-là. Donc, nous avons des ressources, certes, mais qui sont d'abord non maîtrisées. Donc, nous n'avons pas les industries. Mais les gens viennent et nous négocions avec eux. Alors, on leur donne des carrés miniers, je me souviens beaucoup. On leur donne des carrés miniers, ils exploitent, parce que c'est eux-mêmes qui détiennent la technologie. Vous ne savez pas combien ils ont exploité, avec la corruption qui a eu domicile dans beaucoup d'institutions, etc. Et ils appellent même chez eux. Et les jeunes trouvent du travail, mais nous restons dans une difficulté. Est-ce cette inconscience est faite à dessein par les dirigeants congolais ou comment? Parce que 64 ans après, nous pouvons quand même nous assumer, commencer quelque chose et aussi avoir notre indépendance et c'est ce qu'on a aussi. Mais pourquoi on nous fait la guerre à l'Est? On nous fait la guerre parce qu'il y a un homme qui arrive, qui s'entête, qui souhaiterait la politique win-win, la coopération win-win, gagnant-gagnant, etc. Et qui a mis en place ce qu'on a appelé des zones spéciales économiques, où il dit, pour l'instant, parce que nous n'avons pas de technologie, nous pouvons collaborer avec les investisseurs étrangers. Venez, nous exonérons autant de taxes, etc. Vous allez travailler, mais ça vous permet non seulement d'extraire, mais de transformer pour créer une chaîne de valeur ajoutée. Ça va permettre à ce que, lorsque vous faites l'extraction de minéraux, nos jeunes vont trouver du travail. Lorsque vous transformez, nos jeunes vont trouver du travail et la société va devoir payer des taxes et des impôts à l'État. Et non seulement nous gagnons en termes d'impôts, mais nos jeunes touchent leur salaire, etc. de manière responsable. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Nous avons cru aux Chinois qu'ils sont du tiers-monde et peuvent nous rendre service. Mais celui qui monte sur le tigre ne veut non seulement de descendre, mais de le partager. Celui qui a la puissance ne peut pas partager cet honneur avec d'autres. La Chine commence à faire comme les Européens, etc. Et mutandis pour d'autres puissances qui côtoient l'Afrique. Il faut donc, à l'intérieur de nos pays, etc., que nous ayons des hommes qui sont capables de dire non en des moments, et qui sont capables de donner des alternatives. Moi, j'ai travaillé comme représentant des ONG belges au Congo au début des années 90. Et chaque fois, j'avais la responsabilité de faire le monitoring dans les provinces, dans les villes, etc. Mais curieusement, quand vous arrivez, même le responsable de l'entité n'est pas capable de donner des orientations à tous ces intervenants. J'étais dans une province, 208 intervenants, avec un montant, un volume de 1 milliard 800 millions, plus que, n'est-ce pas, les moyens de l'État. Mais le gouverneur ne savait pas quelles sont les affectations. Vous voyez? Et tout ça, ça relève naturellement, n'est-ce pas, de l'inefficacité des hommes et des femmes qui sont responsabilisés. Il faut donc, aujourd'hui plus que jamais, renaître
les écoles de formation accélérée, comme ce fut à l'époque les centres de perfectionnement dans le ministère, dans les CIDEP, etc., pour qu'on ait des hommes. Mais curieusement, et j'ai une mauvaise expérience par rapport à ça. J'ai conduit, j'ai travaillé comme expert senior dans un projet de la Banque mondiale. Il était question qu'on parte avec les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, n'est-ce pas, du ministère de l'Intérieur à l'époque, en Indonésie. Et donc, je suis allé avec eux en Indonésie pour apprendre comment lutter contre la corruption, parce que l'Indonésie, c'est le premier pays unitaire le plus décentralisé et qui a fait preuve au niveau de la lutte contre la corruption. Et quand on arrive là-bas, j'ai pas un rendez-vous pour qu'on aille, qu'on nous fasse le briefing et qu'on devait même circuler dans les 17 États. Non, mes gens devaient rester à l'hôtel, aller dans des bureaux de massage, etc., de salles de massage, compagnie. Et je me suis présenté presque seul. Il y avait l'argent pour payer pour aller dans les 17 États. Les gens ont refusé. Ils ont dit, mais si en bas, donne-nous l'argent. Moi, j'ai dit, mais je peux pas donner l'argent parce que il faut justifier tout cet argent. Mais moi, pour apprendre, j'ai pris la responsabilité d'aller dans tous ces États-là, voir comment ils ont réussi véritablement à juguler la corruption et à construire un ancrage institutionnel qui fait le monitoring précoce dans le sens de la gestion des affaires de l'État. Vous voyez, c'est ça cet homme politique qui veut les raccourcis, qui veut la facilité et qui veut gagner vite au détriment de l'État. Alors, M. Norbert Yamba, quelqu'un m'a dit que Yamba il est aussi développeur, mais on a suivi l'actuel ministre de l'économie, parce que la deuxième thématique, l'économie du Congo est-elle dirigée par la main étrangère, mais l'actuel ministre de l'économie, professeur d'université, Mukoko Samba, il a quand même, il s'est battu. Aujourd'hui, nous avons réduction de 15% de tous les produits pétroliers. Pour vous, est-ce un bon début? Bon, aujourd'hui, moi, tous les motards ou les conducteurs de véhicules ont besoin effectivement que le carburant soit réduit. Mais c'est une mesure ponctuelle. Ok. C'est une mesure ponctuelle, court-termiste, sectorielle. Oui, donc c'est pour un temps. Et lorsqu'on réduit, vous croyez que c'est gratis? Ah non! Le gouvernement de la République donne à compensation naturellement de l'argent. Mais pour combien de temps? Parce que le gouvernement a beaucoup de problèmes, par exemple. Alors maintenant, il faut réfléchir à la base pour dire de quelle manière nous pouvons avoir véritablement le carburant de manière permanente, en attendant des décisions temporaires, etc., qui est une bonne chose, pourquoi pas. Entre-temps, nous avons quand vous allez à Mbandaka, donc à 7 km de Mbandaka à Bolengue, il y a du pétrole. Quand vous allez au Congo central, il y a du pétrole, à Gogo d'ailleurs. Et puis bon, voilà, donc qu'est-ce que nous faisons nous? Quel type de partenariat nous pouvons faire avec cette société pour que nous puissions davantage avoir du pétrole? Encore que on prend le prix et on l'envoie à la manière de je vous ai expliqué. Il faut qu'à un moment donné, ceux qui exploitent chez nous puisse être conditionné de pouvoir transformer pour que nous ayons, n'est-ce pas, le pétrole fini dans notre pays. À ce moment-là, le coût sera très très réduit et sera accessible à tout un chacun. Alors, certains Congolais aujourd'hui, parce que vous êtes du régime, vous êtes un développeur, quelqu'un qui voit le Congo en grand, les denrées de première nécessité aujourd'hui posent problème, la vie est chère, parce que notre FEC est à la merci des étrangers. Alors, la vie est devenue chère, le pouvoir d'achat c'est compliqué. Est-ce le professeur Mukoko Samba peut faire mieux dans ces conditions-là? Il peut faire mieux parce qu'il y a des théories économiques qui sont démodées, c'est vrai, c'est très essoufflé. Ces théories n'agissent plus avec efficacité parce que même chez eux là, ils sont en train de vouloir changer de relais république. La France, il faut quitter la 5e République vers la 6e République. Mais bon, on peut utiliser de manière transitoire certaines
théorie économique, mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, ne donnez jamais de solutions simples à des problèmes complexes. Ne donnez jamais de solutions simples à des problèmes complexes. Mais nous avons des problèmes complexes. Des problèmes complexes, les gens ont besoin de nourriture, les gens ont besoin de logement, les gens ont besoin de marcher sur de bonnes routes, les gens ont besoin de l'éducation, ont besoin de la sécurité, ont besoin, c'est pas de l'électricité, compagnie, etc. Alors, vous voulez négocier avec la FEC? Oui. Mais la FEC doit travailler en perte? Moi, je dis, alors là, c'est une solution d'Autriche. Parce que la FEC ne pourra jamais travailler en perte. Et si vous dites non, FEC ne travaille plus, alors qui va encore vendre l'électricité, qui va encore vendre, je ne sais pas, les souliers, les chaussettes, compagnie, etc. Est-ce que l'État ne peut pas pallier, l'État ne peut pas prendre créer une classe moyenne? Mais c'est justement ça. Créer des conditions qu'il faut pour que ces gens remplacent la FEC. Non, attention. Parce que il y a un président nigérien qui avait donné la puissance aux locaux. Bien entendu, regarde, le président Tshisekedi, quand il arrive, il y a eu des premières décisions. Il dit, je vais, Obasanjo, le président. Oui. Il avait donné la puissance aux commerçants locaux et aujourd'hui, Nigeria. Oui, j'ai vu dans une échantillon très représentatif au Nord Kivu, à l'époque, c'était Pai Pai, il avait tenté à Butembo, il y a eu de grandes performances. Ça c'est évident, mais ils ont mis en place l'ère Muziki, la totine qui a permis véritablement de clore beaucoup d'entrepreneurs potentiels. Ça c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas responsabiliser l'État à tout. L'État doit créer des conditions qui permettent l'émergence, n'est-ce pas, des entrepreneurs potentiels. Et la première chose que le président Félix, au travers sa politique sur cette question, c'était de fabriquer des millionnaires. Il dit, il faut qu'il y ait des millionnaires parce qu'en réalité, la résorption du chômage est le résultat des amoches des Congolais. Et donc, pour avoir véritablement des postes à travailler, il va falloir que nous ayons des Congolais qui deviennent des entrepreneurs. Et alors, il dit quoi? Il faut que nous disponibilisions d'un fonds de garantie. Le fonds de garantie va justement, ça va être un fonds qui va travailler avec des entrepreneurs potentiels. Et chaque Congolais qui a un projet bancable, dont la rentabilité est perceptible, écoute, il bénéficiera de ce fonds. Je crois que le premier pas a été posé, l'arrangement institutionnel est disponible et on est dans ce processus. Deuxième décision, le président de la République a pensé qu'il était nécessaire que l'on puisse avoir ce qu'on appelle la banque de développement rural. Vous savez, 70% de notre peuple se trouve en milieu rural. Et donc, par rapport à ça, il faut une banque. La banque de crédit agricole a existé. Moi-même, j'ai produit en 1990 un livre sur la banque de crédit agricole. À l'époque, j'avais trouvé que 98% de crédits étaient donnés n'est-ce pas, aux politiciens à l'époque. Et qu'on n'a pas donné aux vrais exploitants agricoles, que ce soit en gros industriel, que ce soit des exploitants individuels. Et le président de dire, voilà le fonds de développement rural, qui est une banque de crédit agricole, voilà comment nous pouvons le faire. Ça, c'est le chef qui génère ça. Et je crois qu'il appartient, par exemple, aux différents ministères sectoriels, etc., de s'engager et d'en faire une priorité pour que cela se matérialise et que l'implémentation puisse donner des résultats. Oui. Et donc, nous avons la responsabilité, nous là, de pouvoir avoir une classe moyenne. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur l'avenue du commerce. Il a existé, n'est-ce pas, des Congolais prospères, richissimes, comme les Dokolo, par exemple, un banquier qui a mis en place une banque, c'est pas au niveau de notre pays. Jamais Bemba, jamais Bemba. Avec Kassebo aussi. Kassebo, Fonchi. Moka aussi, on dirait. Moka, oui, il était entrepreneur. Un exploitant. Un exploitant, etc. Mais il n'était pas au niveau de Kassebo, etc. Mais, quand même, des gens comme Moka pouvaient véritablement avoir de l'argent parce qu'il a l'expérience, il a la vision, il a les contacts, il a un carnet d'adresses, il est capable de générer des ressources. C'est cela. Et donc, nous avons besoin de ces gens. Vous savez,
au Sud-Bank. Je voyais le papa Bemba, papa Chano, parce que j'ai passé une partie de mon temps, n'est-ce pas, à Gemena, etc. Et je faisais la ligne Kombo, jusqu'à Akula. Mais il y avait des planteurs dans chaque groupement, etc., qui devenaient aussi éléments catalyseurs. Le planteur reçoit des fonds et il s'organise, il engage les gens, on produit. Donc, même au niveau du village, il y avait du travail. C'est toutes ces expériences qu'il faut rendre opérationnelles. En 1960, nous avions 44% des recettes en devises sur le plan agricole. Aujourd'hui, ça ne représente même pas 2%, tu vois. Donc, on a besoin des hommes courageux, pas des hommes qui craignent les réformes, pas des gens qui font simplement des déclarations déclaratoires. Mais nous avons besoin des hommes et des femmes qui savent techniquement réunir les gens par rapport à tel secteur. Voilà comment nous entendons faire, voilà notre feuille de route, voilà comment nous l'évaluons et on le fait au fur et à mesure. On n'a pas besoin des gens qui créent des déclarations déclaratoires pour des réformes. Merci, M. Norbert Yamba, un grand esprit, un savant congolais et africain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Espérons que les dirigeants, les autorités ne vont pas fermer leurs oreilles pour essayer un peu de faire quelque chose. Parce que nous avons encore des gens comme vous. Vous pouvez nous donner des solutions. Merci. Et la thématique avec mon invité, c'était face à l'hypocrisie de la France. La RDC peut quitter l'EIF. Et si on quitte l'EIF, est-ce qu'il n'y aura pas de problème? On ne peut même pas quitter, c'est la même chose. Voilà. L'économie du Congo est-elle dirigée par la main étrangère? Monsieur Yamba vous a expliqué ici. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et des classes télévision. Écoutez les liens, suivez les liens, écoutez ce que l'homme a dit, laissez vos commentaires. Si vous pensez que vous pouvez contribuer, laissez vos commentaires, c'est important. Mais nous allons il a bien parlé. Laissez aussi des commentaires. Les gens qui vont suivre le lien, bon, ça, nous avons. Merci également à mon réalisateur attitré de cette émission, Monsieur Masunda. La main ingénieuse, merci à vous. Quand vous êtes là, je me sens calme. Également, derrière la caméra, Nagangou Dimoussi et Naomi côté caméra, robot et côté régie finale, les doyens. Tout ça, les régisseurs les plus élégants. Et côté YouTube, Monsieur Rachidi. Suivez cette émission, rediffusion 20h, direct déjà sur YouTube, au Centre TV. Au revoir.